rejoindre à la une en Italie. Enrico Letta, le président du Conseil, démissionne ou plutôt est désavoué par sa propre formation politique. Un revers signé Matteo Renzi, chef du parti, une situation inédite dans le pays. L'inflation ne faiblit pas en Argentine, elle atteint même en janvier son plus haut niveau depuis la crise économique début 2000, 3,7%. Une annonce du gouvernement Kirchner, longtemps critiquée pour avoir truqué les chiffres. Et puis nouvel épisode d'un hiver particulièrement rude dans l'Est américain. Pas d'électricité, trafic perturbé, la garde nationale a été mobilisée dans 7 États et un bilan humain d'une dizaine de morts. Ciao Enrico Letta, c'est dans quelques heures maintenant que le président du Conseil italien présentera sa démission. Démission sous la pression du chef de son parti, Matteo Renzi. C'est lui qui devrait lui succéder. Son argument, un changement de gouvernement pour accélérer les réformes. Ilham Taoufiki. Allora, favorevoli 136, contrari 16, astenuti 2. Il documento è approvato a larga maggioranza. Le sort d'Enrico Letta vient d'être scellé par les cadres de son propre parti. Le président du Conseil devra remettre sa démission ce vendredi au chef de l'État. Poussé vers la sortie par son pire ennemi Matteo Renzi, le chef du Parti démocrate. 2 mois que le jeune maire de Florence attaque le président du Conseil. S'il exulte, il préfère ne pas trop le montrer. La direction du Parti démocrate, ayant examiné la situation politique et les récents développements, remercie le président du Conseil, Enrico Letta, pour son travail notoire mené à la tête du gouvernement. La place est donc libre et Matteo Renzi compte bien l'occuper. C'est lui qui prendra la tête du nouveau gouvernement. Il est le seul en lice pour le moment. Renzi est un politicien courageux. Il est comme un capitaine sicilien qui, dans des conditions difficiles, n'hésite pas à aller de l'avant. Ce dont l'Italie a besoin, c'est de courage et non pas de prudence. Matteo Renzi reprochait à son adversaire défait sa lenteur et son manque de détermination à appliquer les réformes. Le maire de Florence, que l'on surnomme Renzusconi, en référence à Berlusconi, n'a qu'un seul mandat électif à son actif, une expérience bien maigre pour sortir l'Italie de la crise économique, sociale et politique qui la ronge depuis plusieurs années. La Belgique passe à la vitesse supérieure, légaliser l'euthanasie chez les mineurs, une pratique déjà autorisée chez les adultes depuis 2002. Les Belges rejoignent ainsi les Néerlandais. Pascal Verdeau. De longs mois de débats et puis le feu vert des députés belges à l'extension de l'euthanasie chez les mineurs. Un texte, selon ses partisans, qui prend en compte la souffrance physique insupportable et introduit une notion controversée, la capacité de discernement chez l'enfant malade. Aujourd'hui, on se rend bien compte que les mineurs qui sont doués de discernement ont déjà des qualités entre guillemets d'adultes dans certains domaines. Ils peuvent faire un testament, des mineurs peuvent demander à pouvoir bénéficier d'un avortement. Donc ça nous semble effectivement évident qu'à partir du moment où cette législation permet à des adultes de partir dans la douceur et dans la dignité, que des enfants puissent également en profiter. Selon les sondages, 73% des Belges seraient favorables à cette légalisation, mais plus réservés en revanche sur la capacité de l'enfant à choisir librement. Je ne sais pas si c'est à l'enfant qui revient la décision au final. Je pense que pour n'importe quel domaine, c'est plus en rapport avec les médecins, parce que les parents. Je ne pense pas que ce soit une décision unilatérale qui est prise par l'enfant, parce qu'il n'a peut-être pas nécessairement conscience. Oui, les enfants sont bien plus malins qu'on ne pense. Et avec la douleur et la souffrance, je pense qu'ils ont une vision que nous n'avons peut-être pas et qu'on ne peut pas soupçonner. Des enfants que la maladie a fait grandir et mûrir, ce pédiatre et animateur en côtoie tous les jours. L'arrêt des soins reste un déchirement. J'ai vu des enfants petits, et j'en pense à un en particulier, il avait 8-9 ans si mes souvenirs sont bons, il avait une maladie pulmonaire incurable, j'ai dû le mettre en perfusion pour lui donner des antibiotiques, et cet enfant m'a dit « à quoi ça sert de faire tout cela parce que de toute façon je vais mourir ». Je pense qu'il savait ce qu'il disait, mais en aucune manière il n'a demandé de mourir. Des demandes qui ne devraient toucher que peu de cas. Aux Pays-Bas, en 10 ans, il n'y a eu que 5 demandes d'euthanasie émanant de mineurs.
En Centrafrique, alors que certains évoquent une épuration ethnique, le pays est confronté à la plus grave crise alimentaire. Le transport de vivres par la route est quasiment impossible à cause de l'insécurité. Un pont aérien a donc été mis en place entre le Cameroun et Bangui. Amandine Cellier. Un premier avion chargé de 80 tonnes de riz sur le tarmac de Bangui. Et un peu d'espoir pour les 1 300 000 Centrafricains qui, selon l'ONU, ont besoin d'aide alimentaire. Une opération exceptionnelle, la plus importante dans l'histoire du programme alimentaire mondial, comparée aux aides apportées récemment en Syrie ou aux Philippines. Ce pont aérien va nous permettre de faire venir quelques 1800 tonnes de nourriture pendant un mois, ce qui sera suffisant à nourrir quelques 150 000 personnes et qui va nous permettre aussi de commencer à prépositionner de la nourriture à l'intérieur de la Centrafrique, dans les villes de province, avant que la saison des pluies ne commence et que les routes deviennent pratiquement impassables. Un ballon d'oxygène venu du Cameroun qui ne réglera pas le problème à terme. 800 000 personnes vivent actuellement dans des camps de déplacés, dont plus de la moitié à Bangui. Et pourtant, le programme alimentaire mondial dit ne pas pouvoir faire plus. Ce programme d'urgence a reçu moins d'un quart des 107 millions de dollars demandés aux États financeurs. Résultat, impossible de réapprovisionner les stocks. Autre problème, la sécurisation de l'axe reliant le Cameroun à Bangui. La MISCA a assuré qu'elle allait escorter des convois 3 fois par semaine pour rétablir le corridor de commerce. Mais les transporteurs, eux, sont plus qu'hésitants à reprendre cette route. Avec les commerçants qui ont fui, les pillages et les agriculteurs qui ne produisent plus faute de semences, la crise alimentaire risque donc de durer. C'est une libération qui passe mal aux États-Unis. Les autorités afghanes ont approuvé la libération de 65 combattants talibans présumés écroués dans la prison de Bagram, sorte de Guantanamo à l'Afghane. Huguette. Leur visage ne laisse place à aucune émotion. Et pourtant, certains croupissent en prison depuis plus de 10 ans. Ces talibans viennent d'apprendre qu'ils sont libérés. Il y a un an encore, ce sont les Américains qui les surveillaient. Depuis, ils ont remis les clés de la base de Bagram aux Afghans. Bagram, c'est le Guantanamo d'Afghanistan, une prison sous très haute surveillance où sont incarcérés des individus suspectés d'avoir du sang sur les mains, ce que réfutent les autorités. Nous n'avons pas trouvé un seul élément prouvant que ces 65 personnes sont des criminels. Fureur de Washington qui affirme que ces talibans ont tué une trentaine de soldats américains et qu'à peine libérés, ils vont reprendre leurs actions sanglantes. Un jugement partagé par certains Afghans lassés de l'interminable guerre qui déchire le pays. Il n'y a pas longtemps, ils ont libéré un homme qui était dans la prison de Bagram. Il a rejoint les talibans et juste après, il a été tué dans une attaque. C'est une menace pour le pays. Il va y avoir une élection présidentielle dans 2 mois et ils vont commettre des attentats. Les critiques américaines, le président Karzai en visite en Turquie les a balayés d'un revers de la main. L'Afghanistan est un pays souverain. Si les autorités judiciaires de ce pays décident de relâcher un prisonnier, cela n'est pas et ne doit pas être l'affaire des Américains. En accordant sa grâce, le président afghan espère convaincre les talibans de s'asseoir à la table des discussions et ainsi de finir un mandat contesté sur une bonne note, un pari hasardeux. En Thaïlande, nous l'avons appris il y a quelques instants, les autorités comptent reprendre quelques sites aux manifestants tout en voulant engager le dialogue. Pendant ce temps, la mobilisation continue pour toujours réclamer la chute du gouvernement. Faible participation en revanche au Venezuela suite à l'appel lancé par les autorités. Un appel en réponse aux manifestations d'étudiants et d'opposants la veille ayant fait 3 morts. Ilham Taoufiki. La répression, les arrestations et la mort mercredi d'un des leurs, rien ne semble les arrêter. Les étudiants de Caracas sont sortis une nouvelle fois ce jeudi avec toujours le même slogan. Hier, un de nos camarades a perdu la vie juste pour avoir manifesté et défendu ses idéaux de paix, de progrès et pour le futur de notre pays. Mardi, tout avait pourtant commencé dans le calme. Étudiants et opposants au régime de Nicolás Maduro se réunissent à Caracas et dans d'autres villes du pays. Ils protestent contre l'insécurité et la vie chère.
Les forces de l'ordre tentent de disperser la manifestation par la force. Très vite, c'est la bataille rangée. 3 morts, des dizaines de blessés et 80 personnes arrêtées. Une répression à la mesure du danger, selon le président vénézuélien, qui crie à la tentative de coup d'État. Au lendemain de la manifestation, Nicolás Maduro a donné l'ordre de renforcer la sécurité dans le pays et demandé à ses partisans de marcher contre le fascisme. Ce qu'ils veulent, ces manifestants, c'est la violence, le crime. Ils veulent créer le désespoir et le chaos dans le pays. Mais ils ne réussiront pas. Le peuple est là et il veille. Cela fait près de 10 jours qu'une vague de colère se répand chez les étudiants vénézuéliens. Au départ, ils manifestaient contre l'insécurité, mais face à la répression du régime, c'est pour la liberté d'expression qu'ils défilent aujourd'hui. Certains membres de l'opposition ont profité de l'occasion et demandé aux jeunes de renverser le pouvoir. Les étudiants se laisseront-ils instrumentaliser? Une chose est sûre, la réponse des autorités ne manquera pas de les radicaliser. L'Argentine n'avait pas connu telle inflation depuis la crise économique de 2001, 3,7% en janvier. Pas une véritable surprise, mais juste la reconnaissance de la réalité des chiffres, longtemps dissimulés par le gouvernement. Les détails avec Jean-Louis Buchet. Et oui, l'inflation existe, le gouvernement de Cristina Kirchner l'a rencontrée. Enfin, disent les Argentins, heureux d'apprendre que les autorités ont décidé de ne plus truquer l'indice mesurant la hausse des prix comme ils le faisaient depuis des années. C'est en 2007 que l'inflation a été relancée en Argentine pour cause de surchauffe d'une économie en forte croissance. Mais plutôt que de reconnaître le problème et de freiner les dépenses, le gouvernement a fait jouer la planche à billets pour maintenir une consommation effrénée et gagner les élections. Comme les augmentations de salaire suivaient la hausse réelle des prix et non celle de l'indice officiel, personne ne s'en plaignait vraiment. Mais ce faisant, tout le monde alimentait l'inflation et pour protéger leurs économies, les Argentins se sont rués sur le dollar. Résultat, pour freiner la fuite des capitaux, le contrôle des changes a été institué en 2011. Il s'est aussitôt créé un marché parallèle où le dollar s'est envolé. Le gouvernement a jeté l'éponge fin janvier 2013 en dévaluant le peso et en assouplissant le contrôle des changes. La chute de la monnaie nationale a été stoppée et la reconnaissance de la hausse des prix que traduit l'indice de 3,7% publié le mois dernier fait penser qu'on a décidé d'en finir avec la spirale inflationniste. Ce qui laisse prévoir aussi un bras de fer avec les syndicats qui réclament des augmentations de salaire de 30%. Le gouvernement du Québec a donné son feu vert à l'exploration pétrolière sur l'île d'Anticosti. Objectif, réduire sa dépendance énergétique. Un choix non sans conséquence sur un écosystème riche en faune et en flore sauvage. Pour en parler en direct de Montréal, Catherine François. Catherine, il semblerait que la manne pétrolière a eu raison des écolos, hein ? Et effectivement, le gouvernement du Québec parle de cette exploration pétrolière depuis le début de l'année et là, le coup d'envoi donc a été donné ce soir ici à Montréal. Donc l'île d'Anticosti, vous l'avez dit, c'est la plus grande île du Québec. Elle est au milieu du golfe du Saint-Laurent. C'est une île qui est très sauvage, peuplée de 230 habitants et de 160 000 chevreuils. Ça vous donne une idée. Un œuvre de nature, un paradis pour les chasseurs et pour les pêcheurs. Donc, le gouvernement québécois a passé une entente avec 4 compagnies pétrolières, dont une compagnie française qui s'appelle Établissement Morel et Prom, pour explorer ce territoire dès cet été, afin de vérifier donc si l'exploitation de ce pétrole serait viable et rentable. Et ces travaux d'exploration qui vont donc s'étaler sur 2 ans, pourrait coûter jusqu'à 100 millions de dollars, des coûts que le gouvernement du Québec et les compagnies pétrolières vont se partager. Alors, vous vous en doutez, déjà beaucoup de réactions à cette annonce, des pour et des contre, et dans les contre, bien sûr, les écologistes qui estiment que les risques financiers et environnementaux sont énormes et que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et dans les pour, bien plus le milieu économique, par exemple les chambres de commerce du Québec, qui parlent d'une avancée majeure pour la mise en valeur des ressources en hydrocarbures de la province. Effectivement, le gouvernement québécois évalue les retombées à 45 milliards de dollars sur 30 ans, si bien sûr ce pétrole est exploitable. Catherine François, merci. Je rappelle que vous étiez en direct de Montréal. L'Iran sera-t-il le nouvel Eldorado des entrepreneurs français? Pas question, en tout cas, de laisser le terrain aux Chinois et aux Américains qui se positionnent déjà avant la levée des sanctions contre le régime des Mollahs. Chez Renault, on veut vite relancer la production. Reportage exclusif à Téhéran, Pascal Bourgault.
Au nord de Téhéran, l'un des concessionnaires Renault. Ici, on vend 10 voitures par jour. Avant, c'était beaucoup plus. Les clients sont tous issus de la classe moyenne, plus ou moins aisée, mais leurs univers sont très différents. Elle est vraiment belle, vraiment bien. Le prix de ces Renault oscille entre 20 et 80 000 euros. Ce n'est pas trop cher ? Non, pour moi, non. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Depuis les sanctions, les voitures françaises sont plus rares et plus chères. Les Iraniens aimeraient pouvoir s'acheter les différents modèles de Renault dans ce magasin. Mais le problème, c'est qu'à cause de la situation politique aujourd'hui, c'est hors de prix pour nous. À l'ouest de Téhéran, voici l'usine où sont fabriqués les Logan et les Mégane. À cause de l'embargo international, Renault a décidé de ralentir la production. Avant les sanctions internationales, chaque jour, 400 véhicules Renault comme celui-ci étaient fabriqués sur cette chaîne de production franco-iranienne. Depuis l'embargo, ce chiffre a été divisé par 10. L'usine ne fabrique plus que 40 Renault par jour. Désormais, les 7000 ouvriers et ingénieurs iraniens fabriquent d'autres marques et un modèle 100% national. Et le plus gros perdant dans cette histoire, c'était les Français. De manière générale, il y a une semaine aussi, notre ministre disait, les Français ont perdu, ils avaient un marché de plus de 40% en Iran, mais là, c'est les Chinois et d'autres marques qui ont pris leur place. Depuis la France, Renault envoie moins de composants, moins de pièces détachées, alors forcément, il y a moins de clients. Les acheteurs n'ont pas confiance dans un produit dont ils ignorent l'avenir, si ce produit va rester ou pas, s'il y aura encore de la maintenance et des pièces détachées disponibles. Cap sur le bazar des pièces détachées. Les marques françaises sont tellement populaires en Iran qu'elles ont leur propre galerie. Ici, tout s'achète, tout se vend, à tous les prix. Pour pallier au manque de pièces françaises, les Iraniens se débrouillent comme ils peuvent. Cette pièce, par exemple, auparavant, on la recevait directement de France. Maintenant, nous devons la fabriquer 50% en Iran, 50% avec l'aide d'autres pays tels que la Corée, la Chine, Taïwan et le Pakistan. Mais toute cette partie-ci de la pièce est iranienne. Les pièces détachées, c'est un bon business. Mais il faudrait que la France protège l'Iran et qu'elle ne cède pas aux pressions internationales. Ce serait bien que la France décide par elle-même. Comme ce vendeur, beaucoup d'Iraniens en veulent à la France d'avoir désinvesti leur marché automobile. Ils n'attendent qu'une chose, le retour des constructeurs français en Iran. Alerte rouge en Bolivie dans 4 départements. Les pluies diluviennes ont déjà fait presque 50 morts et des dizaines de milliers de sinistrés en quelques semaines. La saison des pluies devrait se poursuivre jusqu'en mars prochain. Immense tempête glaciale cette fois aux États-Unis, particulièrement touchée le sud-est du pays. Des centaines de milliers d'habitations sont toujours privées d'électricité, sans parler des transports sérieusement perturbés. Des intempéries qui ont déjà provoqué 13 décès. Philippe Antoine. La capitale américaine sous la neige, côté pile, cela donne de superbes images du Congrès ou encore de la statue d'Abraham Lincoln qui, bien installée dans son mémorial, semble savourer le spectacle. Mais côté face, cette nouvelle offensive de l'hiver sur plusieurs États américains est nettement moins bucolique. À 1000 km de Washington, la Géorgie est, avec la Caroline du Sud et même celle du Nord, l'un de ces États sévèrement touchés par la tempête. Les autorités avaient demandé à la population de rester chez elle, une consigne qui aurait pu être mortelle. Un arbre a par exemple littéralement éventré la maison de cette dame de 86 ans. J'étais sur mon lit, j'ai entendu un bruit énorme et j'ai vu tout ça au-dessus de moi. Vous compreniez ce qui se passait? Non. Vous avez pensé que c'était quoi? J'ai cru que c'était le jour du jugement. Comment dites-vous? Le jour du jugement dernier. D'autres maisons ont subi le même sort et le réseau électrique a souffert lui aussi. Ce matin, près de 500 000 foyers se sont réveillés sans électricité. Dans plusieurs aéroports, dont celui d'Atlanta, le plus fréquenté du monde, les vols annulés se comptent par milliers. Car à la neige et aux bourrasques se sont ajoutées des pluies verglaçantes, de quoi transformer les palmiers en surprenants glaçons, mais aussi de nombreuses routes en patinoires.
Ici, les habitants du quartier se sont mobilisés pour permettre à l'ambulance de poursuivre son chemin. Mais tout ne s'est pas toujours aussi bien terminé. Sur l'ensemble des États frappés par la vague de froid, une douzaine de personnes au moins ont perdu la vie. La 6e journée des JO de Sochi, joli doublé pour Martin Fourcade qui décroche une 2e médaille d'or. Le skieur français remporte cette fois le 20 km. Lundi, il avait déjà remporté le titre olympique de la poursuite. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur notre site internet tv5monde.com.